Ok, on va commencer. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content que vous soyez encore là cette fois-ci pour un 12e mercredi recherche. Aujourd'hui, on est chanceux d'avoir le professeur Jean-François Rajotte, à qui on peut donner l'étiquette de chercheur en sciences des données, mais pas que. Il a complété son éducation prédoctorale à Montréal, où est-ce qu'il a soumis un projet de maîtrise qui se portait sur les aspects de géométrie non commutative, qui était à l'intersection des outils mathématiques et de la physique quantique. Il a ensuite entrepris un doctorat en Allemagne au sujet de la myoproduction d'hadrons. Et ces travaux se sont déroulés en partie au CERN, le fameux accélérateur de particules en Suisse. Par la suite, il s'est tourné plutôt vers la science des données en rejoignant en premier temps le Centre de recherche informatique à Montréal pendant 3 ans, avant de devenir professeur et scientifique des données en résidence à l'université, pardon, scientifique des données en résidence à l'Université de Colombie-Britannique. Depuis 2023, vous êtes prof à l'UQAM, où vous continuez vos travaux de recherche à l'intersection des différentes méthodes de génération des données synthétiques à l'aune des enjeux modernes de gros ensembles de données, spécialement dans le milieu médical. Donc, encore une fois, je pense qu'on est très chanceux de recevoir quelqu'un d'intéressant pour notre équipe de recherche, puis je vous invite à l'applaudir. Merci de la présentation et de l'invitation. Euh, j'ai bon, même si j'ai eu un petit mais ça va me permettre de ne pas m'étaler trop sur mon parcours. Ça a déjà été mentionné un peu. Depuis la fin de l'été, je suis professeur régulier. L'année dernière, j'étais professeur invité, donc changement bureaucratique. Euh, Précédemment, j'étais scientifique des données en résidence à UBC à Vancouver. Puis c'est là que j'ai commencé à me concentrer surtout sur les données synthétiques. Parce que précédemment, je travaillais, quand j'étais au Centre de recherche informatique de Montréal, que j'ai ici, je l'ai comme combiné avec d'autres éléments. C'était plutôt sciences de données généralistes, mais ça m'a quand même donné des motivations pour travailler sur les données synthétiques. Entre autres, les frustrations que j'ai eues d'avoir accès aux données. On va en parler plus tard un peu, mais les données, c'est aussi un peu comme un... Tout le monde se vante d'avoir des données, mais quand c'est le temps de les partager, puis des données, là, tout à coup, il peut avoir un avocat qui apparaît ou finalement, il ne se rendait pas compte qu'il n'y avait pas accès aux données, il pensait qu'il les avait. Donc, euh, il y a eu une grande source de frustration pour moi dans ces années-là pour avoir accès aux données. Aujourd'hui, on va voir un peu comment on va quelques avenues, des pistes pour pouvoir faciliter l'accès à l'échange des données, entre autres avec les données synthétiques. Puis comme ça a été mentionné avant, j'étais physicien. Ma formation était de physicien, mais finalement, surtout à mon doctorat, j'ai l'impression que j'étais déjà scientifique des données. On analysait beaucoup de données, il y a beaucoup de méthodes qui ressemblent aux méthodes de données qu'on utilise aujourd'hui. On utilisait déjà des réseaux de neurones pour faire certains types d'analyse de notre expérience. Donc, c'est ça. J'ai fait quelques années, j'ai fait des années beaucoup de physique, mais je me sentais déjà un peu scientifique de données, informaticien dans mon parcours. OK, donc la grande motivation de ma présentation aujourd'hui, c'est le partage des données. Et peut-être plus précisément aussi le partage d'informations. Donc, pas juste pas juste prendre un tuyau de données puis l'envoyer à quelqu'un ou juste aller faire un téléchargement, un transfert de fichiers. Souvent, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'information qui est dans les données plutôt que d'avoir les données exactement comme on veut. Donc, les données, pourquoi on veut partager les données? Je ne sais pas à quel point j'ai besoin de vous convaincre que partager les données, c'est bien. Il y a le recensement, par exemple, qui va servir à faire le partage ou la distribution des ressources financières, entre autres, pour les gouvernements.
Il y a les données ouvertes aussi qu'on voit par exemple, pour la ville de Montréal, ce qui permet à tout le monde de vérifier par nous-mêmes comment certaines informations. Donc, pas besoin de juste avoir euh, par exemple, un discours ou des énoncés, des faits d'un politicien. On peut vérifier par nous-mêmes par ces données ouvertes-là. Aussi, éducation. On va voir quelques exemples aussi, mais c'est dans beaucoup de milieux, dont le milieu de la santé. On a besoin de données, comment un patient réagit à certains médicaments, par exemple. C'est quoi ses signes vitaux par rapport dans certaines conditions. Ça aussi, ça peut être, dans ce cas-là, les données, ça peut être un grand jeu de données, ça peut être juste quelques échantillons, même une photo peut être suffisant. Puis enfin aussi, une grande motivation pour les scientifiques de données, c'est entraîner des algorithmes de- d'apprentissage automatique comme les réseaux de neurones. Euh, Donc, l'apprentissage profond, toujours dans les côtés positifs du partage des données, c'est les grands modèles qu'on voit maintenant. Plus les modèles sont sont de plus en plus grands, donc ils ont de plus en plus de paramètres. Sont aussi les jeux de données pour entraîner ces modèles-là sont de plus en plus grands. Et puis les ressources pour faire le traitement sur ces données-là aussi sont de plus en plus grandes. Puis c'est ces trois facteurs-là qui doivent être augmentés en parallèle, souvent, augmentés conjointement pour pas que l'un ou l'autre devienne le goulot d'étranglement. Et puis ici, quand on parle, on peut considérer l'axe vertical de ces trois graphiques-là comme la performance. Donc, plus on augmente ces ressources-là, plus notre performance augmente dans- en fonction de ces valeurs-là. Donc, une autre motivation pour pour partager les données. Si on reste dans l'apprentissage profond aussi, le partage des données aussi, surtout si nous, on a déjà fait un effort pour avoir des données de qualité, peut-être un pré-traitement qu'on a fait sur les données ou un filtrage ou une vérification, ça peut aussi permettre d'avoir des résultats d'entraîner des modèles plus efficacement. Donc, souvent, on entend parler de l'expression vieille de 10 ans. À peu près maintenant, c'est les données, c'est le nouveau pétrole, de new oil. Mais en fait, c'est ça, comme le pétrole, ça peut être raffiné et puis les données, les données de meilleure qualité sont aussi plus efficaces. Donc, à la fin, pour un même, puis on peut voir la performance. Cette fois-là, plus on est élevé, plus la performance est plus bonne. Donc, plus on augmente le nombre d'exemples d'entraînement, plus on améliore la performance. Mais d'un autre côté, si on part avec des données de meilleure qualité, ben là, on peut déjà faire un saut. Donc, pour avoir une même performance ici, on a besoin de moins de données d'entraînement. Donc, un autre argument pour partager des données, parce que si on a plusieurs personnes qui ont des données qui ont pu nettoyer de leur côté, ben, on va pouvoir combiner ces données-là ensemble pour avoir un meilleur jeu d'entraînement avec une meilleure qualité. Bon, maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est ce qui est pas toujours a priori euh, positif pour de partager les données. C'est ben, un cas particulier est très important, c'est la vie privée. Puis un message que je veux passer ici, vous allez revoir à plusieurs étapes de ma présentation comment la vie privée peut être affectée dans le sens qu'elle peut être révélée, des éléments de vie privée peuvent être révélés. Donc, il y a de la vulnérabilité sur la vie privée
les données par le partage des données, puis le partage aussi, on va voir par le partage d'informations en général, pas nécessairement des données brutes. Puis j'aime donner cet exemple-là qui est pourtant déjà vieux de 10 ans, mais ça montre à quel point on ne sait jamais comment la confidentialité des données peut être affectée. Fait qu'il y a un jeu de données qui est très populaire, des données de taxi, les données de taxi de New York. Puis c'est un très grand jeu de données, c'est super intéressant. Puis on peut, dans ces données-là, il y a origine, destination, un peu plus d'informations aussi, peut-être à quel moment ça a été, il y a eu à l'origine. Je pense qu'il y a le pourboire aussi qui a été, quel pourboire a été donné pour le trajet de taxi. Quand on, quand on combine, c'est puis il y a un blogueur, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ça dans ses temps libres, un blogueur qui a fait un lien avec ces données-là, puis des photos de paparazzi qui ont été publiées bon, je ne connais pas les noms, l'équivalent d'éco-vedettes américains. Donc, il y a des vedettes qui font, il y avait un temps, euh, et puis c'était dit dans la photo à quel moment la photo a été prise. Donc, on sait, par exemple, c'est un exemple arbitraire, mais on sait que cette vedette-là, peut-être que c'est, peut-être que vous êtes meilleur que moi pour reconnaître les vedettes. C'est peut-être Hulk Hogan qui décide de prendre son taxi à ce moment-là. Donc maintenant, sa vie privée est révélée non seulement à cause de pas juste dans la photo, on sait qu'il a pris un taxi, on connaît ses vêtements. Donc ça, on le voit déjà de la photo, mais en plus, on sait où il va. Puis, on sait quel pourboire il a donné aussi. Euh, peut-être vous pouvez voir déjà là les problèmes qui peuvent être révélés par ça. Puis, pas besoin d'être une vedette aussi pour être affecté par ça. Si le point de départ était votre adresse aussi, ben, peut-être que ça vous tente pas, que vous n'êtes pas intéressé à savoir que tout le monde sache c'est quoi vos destinations. Les destinations où vous allez, peut-être pour des raisons, euh, peut-être que vous ne voulez pas qu'on sache que c'est un endroit honteux où vous allez, mais ça peut être aussi pour des raisons plus professionnelles. Vous voulez pas, peut-être que vous allez chez un compétiteur, donc c'est pas, il y a beaucoup de raisons que vous ne voudriez pas partager cette information-là. Évidemment, depuis ce temps-là, les jeux de données comme ça, avec des positions géographiques, il y a du bruit qui est ajouté. Si vous êtes un utilisateur de l'application Strava pour les coureurs, maintenant, ils mettent, je pense, à peu près un 100 mètres ou entre une distance quelconque d'incertitude sur votre point de départ puis votre point d'arrivée. Fait que, maintenant, c'est plus aussi simple ou facile d'aller chercher de l'information sur la vie privée, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut rarement prédire tous les problèmes, les sources de fuite de vie privée qui viennent avec les données. Un autre exemple que je donne aussi, les plus vieux d'entre vous, vous rappellerez peut-être des vieilles versions de GPT. GPT-2, à l'époque, GPT-2, c'était du code ouvert aussi, donc on pouvait, ben, c'est toujours du code ouvert, donc vous pouvez toujours jouer avec GPT-2. Puis GPT-2 a appris par cœur euh, des, euh, de l'information personnelle aussi. Donc, si vous commencez à écrire une adresse, GPT-2 vous donnerait, pourrait potentiellement vous donner le reste de l'information incluant un numéro de téléphone, tout ça. Donc, les modèles aussi. Donc, ça ici, c'est des données brutes, mais les modèles aussi peuvent révéler des données, révéler de l'information sur la vie privée des gens. Juste aussi mentionner que vous pouvez poser des questions. C'est ça. Vous pouvez poser des questions n'importe quand, pas besoin d'attendre la fin de la présentation. OK, donc partager les données, c'est mal. Un élément, c'est quand on partage des données, il y a peut-être une responsabilité qui vient avec ça aussi. Si on veut, peut-être avec des bonnes intentions, on veut
on veut partager des données, mais est-ce que ces données-là ont été, comment est-ce que ces données-là ont été récoltées? Qu'est-ce qu'elles contiennent? Peut-être qu'on ne le sait pas nécessairement aussi. Après ça, si on partage des données, des gens veulent entraîner un jeu de données sur ces données-là, ben, peut-être qu'il y a eu un grand billet de sélection qui a été fait dans la récolte des jeux de données, puis après ça, on va avoir, on entraîne un modèle sur ces données-là, ben, il va avoir il va avoir peut-être une population qui va être complètement favorisée par rapport à d'autres par le jeu de données, juste parce qu'ils ont été sélectionnés d'une certaine manière. Donc, pour vérifier tout ça, euh, pour vérifier que les données sont bonnes et utiles, puis ils vont pas causer de mal, c'est pas toujours clair. Euh, c'est pas toujours clair. Donc, puis aussi, ben là, il y a aussi des considérations plus terre à terre, comme la qualité des données aussi, si on veut partager des données, on veut on veut peut-être pas partager des données qui sont euh, qui sont même fausses, en fait, ou qui ont des erreurs, qui sont corrompues, ou qui, euh, qui sont, euh, qui sont pas ce qu'on s'attendrait à ce qu'elles soient. Euh, Pour ça, je voulais donner l'exemple du jeu de données Lion, c'est un jeu de données ouvert qui est en plusieurs milliards d'images, incluant leur description. Donc, c'est un jeu de données qui vient du moissonnage du web scraping. Donc, c'est juste des données qui ont été cherchées sur le web, euh, avec lesquelles il y a une description qui est associée. Fait que quand on dit un modèle est entraîné sur Internet, c'est sûr que c'est un peu exagéré, mais c'est un des exemples. C'est aller chercher plusieurs données, plusieurs images. Dans ce cas-là, ce jeu de données-là, c'est des images qui vont servir à, par exemple, entraîner des modèles. Peut-être que vous avez vu ces modèles-là, des modèles de génération d'images où vous donnez une description. Par exemple, ben, je vais donner des exemples plus tard, mais par exemple, un chien dans un sushi, et puis là, le modèle peut créer ça. Pour ça, il a fallu s'entraîner avec un nombre gigantesque de données. Un de ces jeux de données-là, c'est un jeu de données ouvert qui, qui était, qui a été récolté sur Internet. Mais c'est tellement d'images, en fait, on peut pas même on peut pas prendre des gens pour vérifier que le texte associé à l'image est de bonne qualité et correspond vraiment à l'image. Puis vous savez peut-être plus que moi même comment Internet peut contenir des données euh, qui sont pas vraies, puis aussi peut-être même qui contiennent des descriptions, peut-être même haineuses, ou en tout cas du contenu toxique. Donc, il y a pas. Quand on a 5 milliards d'images, enlever le contenu toxique d'une description par rapport à une image, c'est un vrai défi qui est pas relevé. Oui. Qui est du contenu pas vrai. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ça, s'assurer que c'est vrai ou pas? Par exemple, il y a une polémique en ce moment sur la boxeuse qui a gagné les Olympiques. Ouais. Il y a beaucoup d'articles qui disent qu'ils ont trouvé son test médical, mais on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Elle les a poursuivis en justice, Ouais. mais comment on peut s'assurer que ce genre d'information est vrai ou pas? Ouais. Pour un cas particulier, là, il peut y avoir une équipe d'enquête, fait que des sites de référence qui sont valables à la source. Donc, c'est possible euh, c'est possible, même historiquement, la vérification des faits, il y a plein de méthodes pour faire ça. Le défi maintenant, c'est comment automatiser cette vérification des faits-là pour un grand nombre de données. Puis je pense que euh, Facebook,
Facebook disent que, par exemple, les publications sont vérifiées pour les faits, puis ils ont enlevé 95% du contenu des fausses nouvelles ou quelque chose comme ça, mais premièrement, c'est comment est-ce qu'ils peuvent vérifier, c'est quoi et- comment on peut le faire. Donc, le défi, c'est de le faire à l'échelle, parce que sinon, on peut mettre toute une équipe d'enquête pour vérifier si c'est vrai ou pas, mais fait, fait que ma réponse vous déçoit. Peut-être là, ben, moi, je sais pas comment vérifier des faits de manière automatique. Je sais pas si oui. Je me demandais, il y a évidemment de plus en plus de contenu généré par l'intelligence artificielle en ligne. Ouais. Pensez-vous que c'est possible qu'on tombe dans une situation où les web scrapers accèdent aussi à ce contenu-là, puis soient affectés par du contenu généré qui affecte la génération de contenu? Ça donne un résultat. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir quelle proportion de contenu Ouais, il y a, savoir, il y a un chercheur ben, une équipe dont un chercheur de l'Université de Toronto qui vient d'écrire, je pense, dans Science, puis ça s'appelle, puis le titre, c'est, je pense, c'est Garbage In, Garbage Out. Puis là, ils ont vu comme un cercle vicieux, là, justement, tu sais, comme les données générées vont catalyser de plus en plus de la cochonnerie qui va venir. Fait que puis, hein, éventuellement, ça donne des données de moins en moins de qualité. Pour ça, justement, un des défis, c'est de pouvoir détecter les données générées, ce qui est vraiment pas clair. Il n'y a pas de manière garantie non plus pour prouver ça. Donc, c'est un nouveau défi de notre époque qui vient d'apparaître, c'est de pouvoir distinguer les données synthétiques de données. Fait que ça n'est que le début, ça va être. Souvent, quand on trouve des méthodes, on peut trouver des méthodes, mais là, il peut y avoir des méthodes qui peuvent contrer ces méthodes-là. Fait que c'est un enjeu de sécurité maintenant, une nouvelle branche de sécurité qui vient. Donc, par exemple, dans le cas de Lion, si on veut faire un nettoyage à l'échelle de toutes ces données-là, une manière de gérer ça, c'est de prendre des modèles qui ont été entraînés sur des données peut-être de meilleure qualité, justement, qui vont vérifier que la description de l'image correspond bien à la description, à l'image en tant que telle. Puis là, il y a un score qui vient avec ça, là, euh, les méthodes, pour faire ça, c'est souvent à partir d'une seule métrique. Donc là, c'est la métrique de similarité qui va comparer l'image avec le texte. Ici, je donne deux exemples qui passent le critère, qui ont réussi à passer le critère de similarité, donc qui ont dépassé le seuil. Donc ça, c'est deux cas qui ont été acceptés dans le jeu de données Lion. Ça a été publié il y a 1 ou 2 ans. Fait que je suis sûr que maintenant, Lion ont trouvé euh, résoudre ces deux cas-là. Mais mais ça veut pas dire qu'il ne va pas en avoir d'autres. On va réussir. Il va toujours avoir des nouveaux cas qui vont venir qui pourront pas être détectés. Donc, oui. Comment vous calculez la méthode de similarité? Ben, c'est avec un modèle qui a été entraîné dans un embedding, je pense que c'est même l'embedding clip. Donc, on va voir l'embedding un peu plus loin, mais c'est une représentation vectorielle d'un document, ce qui peut être soit une image ou un texte. Et cette représentation-là vectorielle peut se faire aussi dans un espace qui inclut autant les images que le texte. Fait que là, ça veut dire que ah, donc, si on fait cas extrême, si on a un vecteur de plongement, d'embedding, puis on a une image ici, on a notre modèle qui va créer notre vecteur de plongement. Ça va nous donner ici, si on prend un vecteur de 2 dimensions, on va avoir disons, un vecteur 1 et 2. Puis là, ici, on a un texte. Ici, ça va passer dans
dans le même modèle aussi, il va avoir un vecteur aussi, puis là, ça va peut-être être 0,9, puis 2,1, disons. Donc, dans ce cas-là, si les deux vecteurs sont assez proches ici, ça veut dire que ça passe, ça passe le test de qualité. Donc, on a euh, le texte et l'image nous donnent deux vecteurs qui sont, bon, avec une métrique de similarité. Il y a différentes manières de définir cette métrique-là. Une de ces métriques-là, ça pourrait être juste la distance entre les deux vecteurs, mais il y a d'autres manières de le faire aussi. Puis dans ce cas-là, c'est ça. Le seuil, évidemment, ça, c'est des cas proches, là, mais le seuil, c'était justement, je pense, 0,3 pour la similarité. Fait qu'on va revenir, on va y revenir un peu plus tard pour les vecteurs de commande. Un autre exemple aussi pour le jeu de données Lion, c'est qu'il y a, quand on passe, justement, quand on fait un moissonnage du web, quand on fait un scraping, on regarde pas tout, puis on n'a pas de contrôle non plus sur ce qui est posté sur Internet. Puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé son dossier médical, en fait, dans ce jeu de données-là. Puis ils n'ont même pas pu savoir comment il a pu se retrouver là parce que son médecin était mort. Donc, c'est ça qui arrive quand on partage des données euh, sans, sans pouvoir tout nettoyer. N'importe quoi peut se retrouver dedans. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, on va la première approche, ça serait de dire si on peut faire un partage de données entre utilisateurs de confiance. Donc, si on a deux personnes avec des petits jeux de données qui ont des petits jeux de données, peut-être euh, qui ont une diversité différente. Par exemple, cette personne-là, avec ce jeu de données-là, a seulement un élément, une personne rouge. Si c'est des données de santé, ça peut être une type de maladie, quelqu'un de malade avec une maladie spéciale. Mais là, si on le combine avec un jeu de données plus riche ensemble, si on combine les deux, ben là, on a un plus grand jeu de données. Euh, Potentiellement, vu que c'est des plus petits jeux de données, ces personnes-là ont eu le temps et les ressources pour pouvoir bien le nettoyer puis bien le préparer. Bon, maintenant, la solution pour être, c'est fait. On a juste à apprendre des plus petits jeux de données, de personnes ou des institutions ou des entités qui vont échanger leurs données. Mais comme je disais un peu plus tôt, échanger des données même entre entités consentantes, ça, c'est pas aussi évident que ça. Il y a la première considération, surtout si c'est des entreprises, ben, il y a des considérations légales, certainement, dont les droits d'auteur. Puis il y a un aussi qu'on mentionne pas souvent, c'est la compétitivité. C'est pas toujours clair que les gens veulent partager leurs données aussi parce que ça leur donne le fait d'avoir accès à des données, ça leur donne un avantage pour pouvoir euh, arriver à leur fin. Puis ça arrive aussi, ça arrive beaucoup aussi dans la recherche. Donc, il y a des gens qui ont, dans leur laboratoire, ils ont récolté des données, puis ces données-là ne seront pas partagées parce que là, ça va, parce qu'ils veulent être les premiers à faire le plus de publications sur ces données. Donc, c'est même, ouais, comme on parlait un peu, quand j'étais à mon époque, quand j'étais physicien, nous, nos expériences, les données qu'on récoltait au CERN, on les partageait pas avec personne, on faisait nos publications, puis comme ça nous permettait d'être certains d'être les premiers à avoir nos résultats. Donc, la compétitivité, en fait, il y avait dans ce cas-là, il y avait d'autres expériences aussi qui faisaient leur expérience séparément, puis c'était ça qui
qui nous motivait à aller vite pour faire l'analyse, c'était parce qu'il y avait d'autres laboratoires qui faisaient aussi la même chose. Mais il y a d'autres approches aussi, comme la NASA, par exemple. La NASA, elle, après 24 heures que des satellites récoltent des données, les données sont disponibles à tout le monde. Si vous voulez faire de l'analyse de données d'astronomie, ça va être pas besoin d'avoir un aussi grand budget que dans l'analyse des données des particules, par exemple. OK, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si les gens sont frileux à partager leurs données? Ben, on peut leur donner des options qui vont favoriser ou les rassurer à pouvoir partager les données. Euh, donc, en fait, c'est comment on peut partager de l'information, justement, sans donner un accès direct aux données. Là, j'ai mis en premier l'élément dont dont mes connaissances sont les plus limitées, le chiffrement. Euh, je le mentionne là, entre autres, parce que ça va faire partie des pistes de recherche que je veux explorer plus tard aussi. Donc, ça va être un composant qui va avoir du chiffrement. Heureusement, on est chanceux à l'UQAM. On a des experts en chiffrement, comme le professeur Marc-Olivier Ligian. Euh, il y a aussi les données synthétiques, comme on va voir un peu plus tard. Je vais vous donner certains exemples. Et puis enfin, il y a l'apprentissage fédéré. Donc, on va aller en détail surtout sur les deux derniers. Comment ça va avec le temps? 1h08, OK. Donc, 20 minutes. 1h30, ça sera. 22 minutes. OK, OK. C'est bon. Euh, OK, donc on a les données synthétiques bon, si je veux donner une définition qui est euh, relativement générale, c'est des données qui ont pour but d'imiter le format et les propriétés mathématiques des données réelles. Ben, il y a différentes manières de faire les données synthétiques aussi. Fait qu'on va pouvoir voir les différentes méthodes de génération, mais avant, je vais juste donner différentes méthodes différents exemples de données synthétiques, ben, il y en a beaucoup de ces données-là que vous connaissez déjà. La génération d'images, ça, c'est pas des acteurs des films de Star Wars, c'est en fait mes enfants que je leur ai fait des images comme ils sont des fans de Star Wars. Il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse particulièrement, la génération de texte et surtout du code pour donc, Google Copilot ou ChatGPT, c'est aussi des données synthétiques. D'autres modalités qui sont peut-être moins connues, moins matures aussi dans leur méthode de création, les séries temporelles et les données tabulaires un peu comme fichier Excel, par exemple. Puis, séries temporelles qui ont cette particularité, que le temps va dans une direction seulement. Donc, il y a des considérations de causalité. Oui. Je me demande toujours à propos des données synthétiques, il y a des enjeux, je vois, de validité écologique, par exemple. Donc, si, disons, on s'intéresse à des plus naturels comme l'électroencéphalographie, j'ai l'impression que comme des données synthétiques de cette nature-là pourraient jeter du bruit ou on perdrait l'information. Puis, je me demande c'est quoi il y a la mince frontière entre générer des données synthétiques qui font perdre l'information originale. Puis, Oui, ça, c'est vous mettez le doigt sur un grand défi des données synthétiques, c'est de comment est-ce qu'on sait que ces données-là sont bonnes ou pas? Comment on les évalue? Puis là, il y a plein de manières d'évaluer. Je vais vous en donner quelques-uns, dont les données dans merde, je ne voulais pas le dire sans l'avoir au tableau. Électroencéphalographie. Je le dirai peut-être plus. EEG. EEG. Donc, ces données-là, donc, on a des exemples. Ben, une manière de vérifier, c'est de voir euh, euh, si les propriétés mathématiques correspondent. Une autre manière aussi, la manière que je vais montrer, c'est
Si on entraîne un modèle sur ces données-là, est-ce que ce modèle-là est bon sur des vraies données après? Donc, il y a différents types d'applications, mais c'est vrai, c'est jamais garanti que les données synthétiques vont être, ben, c'est presque sûr qu'ils ne seront pas aussi bonnes que des vraies données. Ça, c'est comme une option, c'est mieux que rien un peu pour les données synthétiques. Bon, il y a différents types de manières de générer des données synthétiques. Peut-être qu'on a des modèles probabilistes. Le cas extrême, c'est on a une gaussienne, puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on génère des points issus de cette gaussienne-là. Donc, ça, c'est quand on connaît bien la distribution des données. Il y a aussi des données de simulation où là, on encode des règles, on encode des règles de physique, justement, pour pouvoir reproduire le monde réel. Mais il y a aussi une manière un peu plus indirecte, mais qui est rendue plus populaire maintenant, c'est l'apprentissage profond. Donc, c'est apprendre à partir des données. On regarde plein de données, puis éventuellement, on a un modèle qui va être capable de reproduire, si on a bien fait les choses, de reproduire les données, des données qui ressemblent aux données initiales. En espérant, puis, en espérant que ce n'est pas des copies non plus des données qui ont été faites, entre autres pour des considérations de confidentialité. Bon, je voulais mentionner la génération, en particulier pour avec les méthodes d'apprentissage profond, c'est la génération conditionnelle. Ça veut dire qu'on donne une condition pour la génération. Par exemple, si on dit je veux créer un chat, je donne ça j'envoie ça à mon modèle, et puis là, il y a un chat qui arrive. Évidemment, il faudrait qu'il y ait une composante aléatoire aussi pour pas que ce soit tout le temps le même chat qui soit créé. Mais ça, c'est un exemple, l'exemple de base. Mais la condition aussi, ça peut être quelque chose de plus complexe, comme une image. On donne, par exemple, un PET scan en entrée, puis là, le générateur, notre donnée synthétique serait le CT scan CT pour la tomographie Compton, je pense, euh, correspondante à l'image en entrée. Puis peut-être la génération conditionnelle que vous connaissez peut-être plus, c'est un texte qui va conditionner une image. C'est aussi qui est devenu populaire depuis quelques années. Ça a sûrement fait son chemin sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est l'exemple. Un vieil exemple, déjà, on voit que la qualité est plus. Il y a des choses de beaucoup plus de qualité qui sont créées avec des textes. Mais ça ici, par exemple, on peut créer des choses qui est intéressant peut-être là-dedans, c'est qu'on est pas mal certain qu'il n'y avait pas de chien dans des sushis dans le jeu d'entraînement. Donc, ça démontre un peu qu'on est capable de générer des choses qui étaient au-delà du jeu d'entraînement. Mais comme ça a été mentionné plus tôt, c'est pas nécessairement quelque chose qui, maintenant, dans les données d'entraînement, probablement qu'il va y avoir des données euh, générées aussi. Oui, J'ai une question, mais c'est au niveau de... là, il dit ça. Ouais. Du coup, est-ce qu'au niveau de cette simulation-là, vous avez parlé par exemple des modèles de génération de quelque chose de ce genre. Donc, si je comprends bien, ça, c'est une image que vous avez prise sur Internet. Ou alors, est-ce que vous avez la possibilité comment je vais dire, de référencer un outil qui nous permet par exemple de donner euh, une image du monde réel, donc admettons un bras de robot comme ça, un bras robotisé, si ça se dit, puis avoir en fait directement la simulation comme ça. Ah, en fait, ça, c'était. Cette image-là vient de des entraînements de robots robotisés qui sont entraînés. Ils sont pas juste entraînés dans le monde réel parce que sinon, ça serait trop long. Ils sont aussi entraînés sur des données simulées. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible de faire un lien entre la simulation de connecter le robot, la simulation avec le bras réel robot. Mais je ne suis pas un expert en robotique, puis peut-être que je n'ai pas compris votre question. Non, en fait, la question, c'est, admettons par exemple que moi, j'imagine, je dois concevoir un robot XYZ, puis je donne en fait, vu que ce sont des méthodes de génération, donc je donne un exemple par exemple de cela, peut-être en faisant du sketching.
et j'essaie de générer une sorte de simulation en fait du robot que je m'imagine faire, sans pour autant, par exemple, avoir accès aux composants physiques de ce robot-là. Ben, ben là, euh, si on veut générer ça avec, si on veut faire ce genre de génération-là avec l'apprentissage profond, ben, il faudra avoir des données d'entraînement qui ressemblent à ça. Fait que s'il y a des données justement faudrait donner des données de robots, qui, des, des plans de robots, j'imagine, ou des représentations réelles de robots avec euh, des images. Mais je pense que je connais pas assez la robotique pour pouvoir répondre de manière satisfaisante à cette question. Donc, alors on peut considérer, je dirais pas que c'est une limitation, mais en mode, la façon dont tu donnes un texte, puis tu demandes par exemple à un modèle d'IA génératif de te générer une image ou une vidéo en partant de ce texte et vice-versa. Donc, est-ce que actuellement on a un outil ou des outils qui existent où tu prends par exemple ce bras robotisé ou soit en fait un dogbot, tu lui donnes et tu lui dis de te créer en fait une simulation. Euh, ben on demande de créer une simulation. Ben, ça, peut-être ça serait peut-être plus en la génération de code, peut-être, peut-être que justement, il y a du code qui représenterait une animation d'un bras robotisé. Et après ça, il y aurait euh, généré un code qui réussirait à faire cette animation-là. Si. OK, donc on parlait des EEG, je ne dirais plus. Donc, les EEG. Donc, ça, c'est un projet que j'ai fait il y a un peu plus qu'un an maintenant. On prenait c'était ultra simple. On voulait générer des séries temporelles. On avait un jeu de données qui avait des EEG. Donc, plein de signaux qui viennent de connecteurs qui ont été donc on a des signaux électriques qui viennent de notre tête. Et puis, ici, à certains moments, les yeux du patient étaient ouverts, à certains moments, les yeux étaient fermés. Donc, après ça, on entraînait un modèle. C'était une génération conditionnelle. On voudrait générer des données où le patient, on génère des données où le patient a les yeux ouverts, puis des données où le patient a des yeux fermés. Et puis, justement, comment on vérifiait la qualité de ça? C'est après ça, on entraînait seulement sur ces données synthétiques-là. Puis pour voir si on était capable de prédire sur des vraies données, évidemment des données qui n'étaient pas dans mon jeu d'entraînement, si on était capable de prédire si un patient a les yeux ouverts ou fermés. Puis aussi, on peut se servir de ça pour augmenter des données aussi. Donc, si on veut entraîner une autre manière d'utiliser des données synthétiques, c'est on a notre jeu d'entraînement pour notre modèle, puis on rajoute des données synthétiques. Peut-être que c'est justement un autre institut qui ne veut pas partager ses données directement, mais pourrait peut-être partager ses données synthétiques à la place pour enrichir notre jeu de données. Donc, c'est aussi possible de combiner des données réelles et synthétiques. Euh, donc, quelque chose d'intéressant, c'est que ce modèle-là, après ça, a attiré l'attention d'un professeur du département de médecine à UBC qui a proposé qui voulait voir si on pouvait prendre ce modèle-là pour pouvoir générer un avatar. Donc, dans ce cas-là, qu'on prend, c'est qu'on a des données vidéo qu'on peut transférer en point de pose, donc le coude, le bras, l'épaule, tout ça, puis on convertit ça en série temporelle aussi, les variations de ces points-là. Et puis, après ça, on pourrait générer, puis on pourrait après ça aller de l'autre côté, générer des données comme ça, créer des points de pause, et ces points de pause-là, après ça, les mettre sur un avatar. Donc, peut-être plus une vidéo de quelqu'un nécessairement, ça pourrait être juste comme un, un personnage de jeu vidéo. Et ultimement, c'est encore en développement, ultimement, c'est que
c'est pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Il y aurait, l'objectif serait éducatif, en fait, de représenter un avatar avec différents symptômes ou à différentes étapes euh, de, euh, de la maladie d'Alzheimer. Euh, Un autre exemple de génération conditionnelle sur lequel j'ai travaillé, on a eu la condition, cette fois-là, c'est le masque d'une tumeur, donc juste l'espace qui est occupé dans un PET scan, donc une image médicale. Ici, c'est des images des tranches du cou jusqu'à la tête. Il y a des tumeurs dedans. Euh, on, euh, on entraîne un modèle à générer ça, puis générer à partir d'une condition de tumeur. Donc, tout ce qu'on dit, c'est que on a une tumeur à côté de l'oreille, ou en tout cas une position XY dans une personne. Maintenant, générer un PET scan, l'image médicale complète autour de cette image-là. Puis, si on le voit, ça, c'est peut-être pas. OK, je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est tranche par tranche. Donc, ça, on remonte dans la tête du patient de plus en plus. Puis, peut-être juste pour la petite histoire, on s'est inspiré d'un modèle pour générer des vidéos. On a, trans- on a utilisé la composante temporelle. On s'en est servi pour la troisième dimension à la place pour la génération d'images. OK, donc, problème réglé. On a juste à faire des données synthétiques, puis après ça, on peut tout partager. Euh, Mais un problème, c'est justement pour entraîner des données synthétiques, pour entraîner un modèle de génération de données synthétiques, on a besoin de beaucoup de données. Là, on revient un peu ironique, là, on retourne en cercle, on revient au même problème. Si on a besoin de beaucoup de données pour entraîner des données synthétiques, faut peut-être partager les données. Et dans ce cas-là, on est affecté par le problème qu'on essayait de régler, en fait. Euh, donc ici, plus simplement un graphique qui montre que plus euh, pour tous les modèles, pas seulement les modèles génératifs, mais le temps, euh, plus les modèles récents, plus les modèles sont récents, plus ils ont besoin de grandes données pour s'entraîner. Donc, est-ce qu'on a réglé quelque chose en faisant ça? Pas a priori. Donc, un élément de plus qu'on peut ajouter à la génération de données synthétiques, c'est l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, dans ce cas-là, c'est une manière de garder les données locales. Donc, chacun des clients, on peut appeler ça des clients ou des utilisateurs, gardent leurs données avec eux, mais vont avoir une copie du modèle, ils vont entraîner le modèle sur leurs données, et après ça, tout ce qui va être partagé, c'est les mises à jour du modèle, les gradients, si vous voulez, si on veut être plus technique. Donc, ça, euh, donc les données sont, on pourrait dire, sécurisées. Les données restent avec nous. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on partage les mises à jour du modèle. Donc là, problème est réglé maintenant. On a apprentissage fédéré, les données sont en sécurité, ils restent chez nous. Mais finalement, non. Le problème, c'est que les mises à jour du modèle aussi peuvent faire des fuites d'informations. Puis c'est possible justement de reconstruire des éléments du jeu d'entraînement dans la reconstruire des éléments du jeu d'entraînement seulement à partir des gradients ou des mises à jour du modèle. Puis dans certains cas, on peut même reconstruire parfaitement les données du jeu d'entraînement. Donc, est-ce on a rien réglé? Mais là, un autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un modèle qu'on a appelé Felicia.
Dans ce cas-là, on pourrait faire un apprentissage fédéré, mais cette fois-là, l'apprentissage fédéré va juste avoir accès aux données synthétiques qui sont créées localement. Donc, on ne met pas les mises à jour du modèle de, euh, de tous les éléments du modèle. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on partage des images synthétiques pour avoir euh, avec un modèle central ici. Peu importe je n'irai pas dans les détails, mais la seule chose qui est partagée, c'est un modèle la seule copie qu'ils vont avoir d'un modèle central, ça va être un modèle qui va juste avoir accès aux données synthétiques. Et dans ce cas-là, ça nous permet de pouvoir créer des données qui ressemblent bien. Ça, c'est les données originales. C'est les données que nous, on a créées, puis qu'on pouvait générer. Puis si on n'avait pas si on s'entraînait sur les données locales, donc si on était séparés sans avoir cette composante partagée-là, dans ce cas-là, on n'est pas capable de faire des données de bonne qualité. Bon, fait que maintenant, problème est réglé. On a juste à combiner apprentissage fédéré et puis données synthétiques, puis on est capable de partager des données. Plus besoin de recherche. Malheureusement, les données synthétiques, puis les modèles de génération aussi, sont aussi vulnérables aux attaques de confidentialité. On avait vu un exemple un peu plus tôt. Euh, Ça aussi, un modèle génératif peut reproduire si on fait une bonne condition où on peut retrouver des données qui étaient dans le modèle d'entraînement aussi. Et on ne peut pas se protéger contre ça. Il y a pas vraiment de. En fait, il y a juste une manière de se protéger contre ça. Toutes les autres manières amènent d'autres vulnérabilités aussi. Euh, donc, la seule manière de nous protéger contre ça, c'est la confidentialité différentielle. Je m'y attendrai pas trop, pas vraiment ici. Si ça vous intéresse, ça a été discuté dans une autre présentation de Mercredi Recherche en hiver 2024 avec Sébastien Gams. Mais l'idée, c'est d'ajouter du bruit à notre jeu, à notre apprentissage, du bruit d'une telle manière que un adversaire ne pourrait pas voir la différence entre le jeu d'entraînement où vous étiez dedans, puis un jeu d'entraînement où vous n'étiez pas dedans. Fait que là, je vous donne vraiment la manière raccourcie, là, mais confidentialité différentielle, differential privacy en anglais. C'est une manière de modifier l'entraînement d'un d'un- d'un modèle d'apprentissage automatique qui le rend indépendant qui, qui réduit de manière contrôlée l'effet que peut avoir chaque élément pour le modèle. Donc ça, faites-moi confiance. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez comment ça fonctionne juste avec cette page-là. Mais le problème, c'est que ça, c'est en rajoutant du bruit, justement, on diminue beaucoup la qualité des données synthétiques. Donc ici, par exemple, on a un jeu de données de visage ici, puis c'est même un vieux modèle qui réussit à faire un vieux modèle sans cette confidentialité différentielle-là, arrive à faire des visages de bonne qualité, même si on voit des éléments louches, un peu, là, une barbe asymétrique, tout ça. Mais si on entraîne ce même genre de modèle-là avec la confidentialité différentielle, là, la qualité est complètement diminuée. Ça, c'est différents modèles qui essayent de reproduire cette génération-là. Donc, il y a une grande pénalité de performance quand on utilise la confidentialité différentielle. Donc, après ça, ça, c'est un autre axe de recherche sur lequel je ne m'attarderai pas non plus, mais pour vérifier que la confidentialité est préservée, une manière de faire ça, c'est en faisant des attaques de confidentialité. L'attaque la plus simple, c'est l'attaque d'inférence d'appartenance. Donc, je vous ai montré des attaques où on était capable de reconstruire les données. Ça, c'est des attaques qui sont des fois difficiles à faire, qui prennent beaucoup de ressources. Mais dans le cas de l'inférence d'appartenance, c'est plus facile. On peut le faire sur souvent tout le jeu de données. Puis c'est plus rapide.
Puis on peut se servir de ça pour faire un audit de la confidentialité de nos données. OK, dernier segment, même si on déborde. Fait que, On pose des questions. Non, c'est vraiment correction. OK. Euh, Fait que j'irai pas jusqu'à la fin. Je vais peut-être juste faire deux, trois pages pour donner un peu la saveur d'autres éléments, parce que ça, c'est une direction un peu différente, quoique tout va se rejoindre après. C'est peut-être les données synthétiques les plus populaires maintenant, c'est les données textuelles avec, par exemple, ChatGPT qui donc commence à... bon, vous connaissez ça, je suis sûr. Autant et plus que moi, mais on fait une requête, on a notre modèle de langue, ChatGPT, puis on a une réponse. Il y a des problèmes avec ces modèles-là, c'est qu'il peut y avoir des faux faits qui viennent avec les modèles de langue si des fois c'est appelé des hallucinations ou des confabulations. Puis il y a aussi, bon, les réponses, c'est toujours basé sur les données d'entraînement. Les données, ces modèles-là coûtent très cher à entraîner, donc c'est pas des données de la journée non plus. Fait qu'ils ont une date, ils ont ce qu'ils appellent un cut-off date. Vous pouvez demander à ChatGPT c'est quoi votre date cut-off. Quand je l'ai faite ici, la version gratuite, c'était janvier 2022. Là, c'est peut-être quelque chose de plus récent, mais c'est quand même, ça sera pas très récent. Puis, il y a mais c'est ça, vous êtes quand même toujours limité aux données d'entraînement si vous posez des questions si vous voulez poser des questions sur vos données ou vos informations que vous avez vous-même, ben, a priori, il faudrait réentraîner puis rajouter vos données, peut-être vos données privées, au grand modèle de langue, mais si ça coûte plusieurs millions de dollars par cet entraînement-là, donc c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, il y a une option qui a été proposée, la génération augmentée d'informations, Retrieval Augmented Generation, fait que je vais appeler ça RAG pour ici. C'est de pouvoir. Donc, ça, c'est la même chose. On fait une requête ChatGPT, par exemple, puis on a la réponse. Sauf que là, ici, il y a un traitement qui se fait en parallèle où on va chercher des données. Fait que ça, on pourra le voir plus tard. Je vais peut-être garder ça pour les questions, mais on va chercher des données ici. Et puis, ces données-là sont ajoutées à la question. C'est par exemple, cas extrême, si vous êtes sur ChatGPT puis vous vous dites il fait 15 degrés aujourd'hui dans la question, quelle est la météo? Ben là, la réponse de ChatGPT va prendre en compte que vous avez dit il fait 15 degrés aujourd'hui. Donc, c'est une manière d'ajouter des faits, peut-être des faits privés justement qui viennent de votre base de données.